Belle-Île en mer. On pense tout de suite aux plages, aux falaises, aux vacances, quoi. L'image d'Épinal, elle est là. Oui, c'est clair. Pourtant, cette île bretonne, elle a aussi un visage un peu plus sombre. Un ancien lieu de détention, tout un passé pénitentiaire qui a marqué son histoire. Mhm. Et puis il y a cette affaire, ce mystère qui flotte encore aujourd'hui. La disparition de Danielle Judith, une pharmacienne, volatilisée pendant le réveillon de 1978. Une histoire incroyable. Alors pour essayer de démêler un peu tout ça, ces deux histoires de Belle-Île, on a réuni pas mal de choses. Des articles Wikipédia, bien sûr, sur le bagne, sur l'affaire Judic, mais aussi des articles de presse, Le Monde, Le Télégramme, Ouest France. Oui, des sources variées. Il y a aussi le site créé par la famille de Daniel, qui est assez poignant, des analyses vidéo assez fouillées, et même les infos d'une association d'aide aux disparus. Bref, de quoi faire. En effet, Notre exploration, on va la faire en deux temps. D'abord, on va essayer de comprendre ce qu'étaient vraiment les bagnes français, et surtout celui de Belle-Île, qui est souvent un peu oublié, hein. c'est vrai. Et ensuite, on se plongera dans cette énigme tenace, la disparition de Daniel Judic. On va regarder les faits, les témoignages, qui sont parfois un peu contradictoires d'ailleurs, et puis les pistes suivies, ou pas. C'est une immersion dans la mémoire un peu contrastée de l'île, quoi. D'accord. Alors, commençons par ce passé carcéral. C'est vrai que c'est pas la première chose qui vient à l'esprit pour Belle-Île, mais l'île a bien été un maillon de ce système pénitentiaire français. Mais un bagne, au juste, qu'est-ce que c'est? Le mot lui-même, il vient d'où déjà? Il a une origine particulière, non? Oui, oui, tout à fait. Bagne, ça vient de l'italien bagno, qui veut dire bain. Ça fait référence à une prison célèbre à Livourne, qui était installée dans d'anciens bains publics, en fait. Ah, d'accord. Au début, en France, on parlait pas vraiment de bagne, mais de galère royale. Ça existe depuis le XVe siècle, mais c'est surtout sous Louis XIV et Colbert que ça s'est systématisé. Les condamnés, les galériens, ils ramaient sur les navires de guerre, depuis Marseille principalement. La fameuse chiourme. Et comment on passe de ces galères au bagne qu'on n'imagine plus lié au port? Alors, la transition, elle se fait après 1748. C'est vrai qu'on supprime officiellement les galères. Et on crée, à ce moment-là, les bagnes portuaires. Toulon, Brest, Rochefort. D'accord. Là, les condamnés aux travaux forcés, ils ne rament plus. Mais on les utilise pour les tâches les plus dures dans les arsenaux de la marine. Il y a une logique économique derrière tout ça, c'est très clair. C'est-à-dire? Une sorte de main-d'œuvre pas chère pour la marine. Exactement, c'est ça. La construction des grands vaisseaux, l'entretien, ça coûtait une fortune, l'équivalent de dizaines de millions d'euros d'aujourd'hui. Ah oui, quand même. Et dans un contexte de grosse rivalité navale avec l'Angleterre, avoir ces milliers de forçats sous la main pour les travaux de force, la construction, le halage, c'était un avantage économique et stratégique énorme pour la marine royale. Une ressource humaine quasi gratuite, corvéable à merci, quoi. Et puis, le système change encore au 19e siècle. Ça se déplace vers les colonies. Pourquoi ce changement au juste? Mais il y a plusieurs raisons à partir des années 1850. D'abord, une volonté politique, éloigner les condamnés les plus dangereux de la métropole. Mhm. Ensuite, il y a cette idée, un peu utopique, faut le dire, et très marquée par l'idéologie coloniale. L'idée qu'on pourrait mettre en valeur des territoires comme la Guyane, ouverte en 1852, ou la Nouvelle-Calédonie en 1864, grâce au travail forcé. L'exemple britannique en Australie, ça fascinait un peu à l'époque. D'accord. Il y a aussi des raisons techniques. L'arrivée de la marine à vapeur, ça diminue les besoins en main-d'œuvre dans les arsenaux métropolitains. Et puis, enfin, il y a une peur grandissante de la criminalité en France qui pousse à vouloir déporter les condamnés, les envoyer loin. Et il y a des lois spécifiques pour encadrer ça. J'ai lu les mots transportation et relégation. Oui, ce sont deux lois super importantes. La loi sur la transportation de 1854, elle organise l'envoi systématique aux travaux forcés outre-mer. Et puis la loi sur la relégation de 1885, elle instaure ce qu'on appelle le doublage. Et ça, c'est terrible. Le doublage. Ça veut dire qu'une fois leur peine de travaux forcés finie, les condamnés devaient rester dans la colonie pénitentiaire pour une durée égale à leur peine, voire à perpétuité si la peine dépassait 8 ans. Ah oui, Un c'est système vraiment implacable. le retour en métropole. Quasiment impossible. Surtout que le billet retour, il était à leur charge. Imaginez, pour la plupart, c'était juste inenvisageable. C'était une condamnation à l'exil, à vie, en somme. Un système vraiment implacable. Et Belle-Île là-dedans. Sa particularité, c'était les enfants, c'est bien ça? Tout à fait. Belle-Île, ça rentre dans une catégorie très spéciale, les colonies pénitentiaires pour mineurs. On les appelait souvent agricoles ou maritimes. D'accord.
L'idée de base, ça remonte au code pénal de 1810, c'était de séparer les enfants délinquants des adultes et de les corriger. Par le travail, une discipline de fer, souvent dans des endroits isolés, à la campagne ou sur une île. On connaît Maitray, près de Tours, qui ouvre en 1840, mais Belle-Île, c'était parmi les plus durs, non? Oui, Maitray, c'était un modèle privé, mais il y avait aussi des colonies publiques beaucoup plus répressives. On peut penser à l'île du Levant, par exemple. Là-bas, une révolte d'enfants a été écrasée dans le sang en 1866. Ou la Corse aussi. Terrible. Et Belle-Île-en-Mer fait partie de ces établissements d'État pour jeunes détenus. Et malheureusement, elle est surtout connue pour la grande révolte de ses pupilles en août 1934. Ah oui, la fameuse chasse à l'enfant dont parle Prévert dans son poème. Exactement. Prévert a été complètement bouleversé par cet événement. Les jeunes colons qui s'étaient enfuis étaient pourchassés par les gendarmes et même par des civils, parfois avec des primes à la clé. C'est incroyable. Et cette révolte, elle a vraiment mis en lumière les conditions de vie épouvantables dans ces endroits. L'hygiène plus que limite, la nourriture insuffisante, la promiscuité qui entraînait des violences, les punitions corporelles collectives. Hmm. Les sources décrivent le tolard. C'était un grand lit de camp en bois où on attachait parfois les pieds des enfants la nuit pour éviter qu'ils s'évadent. C'est glaçant d'imaginer ça, surtout quand on voit les noms. Colonie agricole, maison de correction. Ben oui, c'est tout le paradoxe tragique, quoi. Le décalage énorme entre le discours officiel, la rééducation par le travail au grand air, tout ça, et la réalité de ces lieux. Les anciens pensionnaires, souvent, ils décrivent ça comme des bagnes d'enfants, des écoles du crime. Loin de réinsérer, ça brisait les jeunes, en fait. Et comment ça s'est terminé, ce système? Ça a été très lent. Il y a eu des critiques tout au long du 19e et au début du 20e siècle. La révolte de Belle-Île en 1934, elle a eu un gros impact dans les médias. Ça a aidé à une prise de conscience. D'accord. Il y a eu un décret en 1938 qui a commencé à réformer un peu le système. Mais c'est surtout l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante qui a vraiment changé la donne. Elle était inspirée par une vision plus protectrice, plus éducative. Et c'est ça qui a sonné la fin de ces colonies pénitentiaires. Les dernières ont fermé entre 1945 et 1953. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette mémoire à Belle-Île? On en parle? C'est quelque chose qui est présent, C'est souvent une mémoire un peu enfouie. un peu honteuse peut-être. Comme souvent avec les lieux de souffrance ou de discipline, on a eu tendance à vouloir tourner la page. Parfois même à effacer les traces physiques. Oui. Pourtant, comprendre ce passé, c'est essentiel pour saisir toute l'histoire de l'île. Et les traumatismes qu'elle a pu porter aussi. Ce passé d'enfermement, de contrôle sur une partie de sa population, c'est pas anodin du tout. C'est une histoire lourde, ce bagne, pour l'île. Mais Belle-Île va connaître une autre ombre, beaucoup plus récente et tout aussi tenace, à la fin des années 70. On change d'époque, mais on reste au même endroit. On est le 31 décembre 1978. Et là, l'île s'apprête à vivre le début d'une énigme qui n'est toujours pas résolue. La disparition de Danielle Judic. Elle a 25-26 ans, elle est pharmacienne, installée depuis 2 ans au palais. On la décrit comme une jeune femme dynamique, intelligente, souriante, apparemment bien intégrée. Mais aussi, certaines sources disent libérée, indépendante. Et ça, dans le contexte d'une île à la fin des années 70, ça a pu attirer l'attention, voire créer des frictions, peut-être des jalousies. Essayons de reconstituer cette soirée du Nouvel An 78. Même si, on va le voir, les détails sont parfois un peu flous, contradictoires même. D'abord, elle devait pas être sur l'île ce soir-là, c'est ça? Non, effectivement, elle avait prévu de passer le réveillon dans sa famille, sur le continent. Elle avait même son billet de bateau. Ah oui. Et puis, elle annule tout au dernier moment. Elle écrit à sa famille, elle donne un prétexte, un problème avec sa voiture. Une petite Austin Mini noire immatriculée dans le Finistère. D'accord. Et là, détail troublant, le garagiste de l'île, interrogé bien plus tard, dira qu'il n'a jamais constaté de problème sur cette voiture à ce moment-là. Bizarre. Étrange prétexte, en effet. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ce soir-là, finalement? Eh bien, elle accepte une invitation de dernière minute. Un réveillon organisé chez un médecin de l'île, au Palais. Une soirée apparemment assez sélecte, avec pas mal de personnel médical, des notables du coin, quelques Parisiens en vacances. Et c'est pendant cette soirée que les choses tournent mal? Oui, voilà. Vers 20h, 22h, une dispute très violente éclate. Entre Daniel et un homme. Plusieurs sources s'accordent. Cet homme, c'était son amant du moment, un certain Georges Cornu. Ah. Des témoins qui étaient à la fête racontent une altercation vraiment très vive. L'homme aurait même sorti un couteau et lancé à Daniel une menace terrible. « Tu ne passeras pas la nuit ». Grosse ambiance pour un réveillon.
Carrément. Et suite à ça, elle quitte la fête. Oui, elle part tout de suite. Précipitamment, visiblement très énervée, ça se passe entre 22h et 22h30. Des témoins la voient monter dans sa Mini noire et démarrer en trombe. D'accord. Elle prend la direction de Bangor, puis elle aurait bifurqué vers Port-Coton. C'est une zone connue pour ses falaises, spectaculaires mais dangereuses, du côté de Goulfar. Et c'est là que le brouillard s'épaissit vraiment. Parce que les témoignages sur ce qui se passe après, ils sont contradictoires. C'est-à-dire? Elle n'a pas juste disparu après être partie vers les falaises. Ce serait en... Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Une voisine de Daniel, elle, affirme l'avoir vue près de sa pharmacie, donc au palais, vers 23h40. Ah bon? Et une autre invitée de la fête, qui rentrait chez elle, raconte être passée devant la pharmacie vers 1h30 du matin. Elle aurait vu la Mini noire garée là, et de la lumière à l'étage dans l'appartement de Daniel. D'accord. Mais attention, en repassant juste 10 minutes plus tard, vers 1h40, la voiture n'était plus là, et l'appartement était dans le noir complet. Mais attendez, il y a un autre témoignage qui la place ailleurs à ce moment-là, non? Oui. Pour ajouter à la confusion, un groupe de jeunes dit l'avoir vue, elle, près du lieu de la fête, donc pas devant sa pharmacie, vers 23h45. Hmm. Elle serait montée dans sa voiture, qui était garée là. Et la voiture aurait disparu quelques instants après. Donc, on a des témoignages qui la situent à deux endroits différents du palais, quasiment au même moment. Ou alors avec des allées et venues très rapides, difficiles à expliquer. C'est un vrai sac de nœuds, cette chronologie. Et il y a cet élément troublant. La robe de soirée qu'on retrouve chez elle. C'est ça. Exactement. La robe de soirée, celle qu'elle portait à la fête, elle sera retrouvée par les gendarmes dans son appartement. Ça semble bien indiquer qu'elle est rentrée chez elle à un moment donné après avoir quitté la soirée, sans doute pour se changer. Oui, logique. Mais quand exactement? Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Est-ce qu'elle est ressortie? Seule? Accompagnée? Là, c'est le mystère total. Et qu'est-ce que les gendarmes découvrent d'autre quand ils entrent enfin dans l'appartement, quelques jours plus tard? Alors la disparition, elle est signalée le 2 ou 3 janvier. C'est son employé qui trouve la pharmacie fermée. Et dans l'appartement, les gendarmes trouvent les animaux de Daniel, un chien, un chat, des oiseaux, seuls et affamés. Ah oui, Sur la table, il y a un bol qui semble avoir servi pour un petit déjeuner. Et surtout, ils trouvent son sac à main. Et dedans, ses papiers d'identité. Les papiers de la voiture, de l'argent liquide, ses clés. Tout est là. ah ouais, ça exclut quasiment un départ volontaire, non? On part pas en laissant tout ça derrière soi. C'est la vie de tout le monde. Les enquêteurs, la famille. L'hypothèse d'une fugue, d'un départ planifié, ça tient pas une seconde avec ces éléments. Clairement, quelque chose d'autre s'est passé. Cette nuit-là ou le lendemain matin. Et pour couronner le tout, il y a la météo qui s'en mêle. Oui, détail crucial. Une très grosse tempête a frappé Belle-Île du 1er au 3 janvier. Vent violent, mer déchaînée. Hmm. Et cette tempête, elle a pu complètement lessiver d'éventuelles traces à l'extérieur. Sur les routes, près des falaises, n'importe où. Ça n'a évidemment pas facilité les premières recherches. Des recherches qui n'ont rien donné, absolument rien. Rien du tout. Et pourtant, ils ont mis les moyens. Des battues terrestres méthodiques, notamment le 16 janvier 79, avec beaucoup de monde mobilisé. Des plongeurs ont sondé l'eau au pied des falaises de Goulfar, ailleurs aussi. Un hélico a survolé la côte. Oui. On est même allé jusqu'à vider le bassin à flot du port du Palais, pour vérifier si la voiture n'y avait pas été jetée. Ah oui, carrément. Et le résultat, il y est sidérant. Aucune trace. Ni de Daniel, ni de sa voiture. Pas le moindre petit bout de carrosserie, pas un éclat de phare, pas une tache bulle suspecte, pas une marque de dérapage qui pourrait indiquer une sortie de route. Rien. Cette absence totale de débris de la voiture, c'est ça le plus étrange, non? Même avec une chute de falaise, on s'attendrait à retrouver quelque chose. C'est un point qui a toujours énormément intrigué les enquêteurs et les spécialistes qui sont cités dans les sources. Une voiture qui tombe d'une falaise, même si la mer est agitée, normalement ça laisse des traces. Des débris qui flottent, qui finissent par s'échouer quelque part. Là, c'est le néant, le vide absolu. Comme si la voiture et elle s'étaient volatilisées. Exactement. Et face à ce mystère, à la complexité de l'affaire, l'enquête est d'ailleurs assez vite retirée à la gendarmerie locale. Elle est confiée à la police judiciaire, la PJ de Rennes, qui était dirigée à l'époque par une figure assez connue, le commissaire Roger Le Taillanterre. Et quelles sont les pistes que la PJ explore à ce moment-là? L'accident? Ils y croient encore un peu malgré tout? L'hypothèse de l'accident, sortie de route, chute de falaise, elle est bien sûr étudiée. La route de Port-Coton, elle est sinueuse, il faisait nuit noire, Daniel était apparemment énervé, donc c'est plausible. Oui. Mais
cette absence totale de traces matérielles, ça la rend quand même très fragile. Est-ce que la tempête a pu absolument tout disperser, tout nettoyer? C'est possible, mais ça paraît quand même fou. Traces, ça semble peu probable. Et la piste du suicide? Elle est aussi envisagée, bien sûr. D'ailleurs, l'enquête va se terminer des années plus tard, en 1990, par un non-lieu, c'est-à-dire une décision de justice qui dit qu'il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre qui que ce soit. Et ce non-lieu, il privilégie implicitement la thèse de l'accident ou du suicide. Mais la famille n'y a jamais cru, hein. Jamais. La famille de Daniel Judique a toujours rejeté cette piste avec force. Ils la décrivent comme quelqu'un qui aimait la vie, qui adorait ses animaux. Ils insistent sur le fait qu'il n'y eut aucune lettre, aucun signe avant-coureur. Et là encore, zéro preuve matérielle pour étayer un geste désespéré. Bon, alors si c'est ni un départ volontaire, ni un accident avéré, ni un suicide probable, il reste quoi? L'hypothèse criminelle. C'est la piste la plus complexe, c'est sûr, mais c'est aussi celle qui soulève le plus de questions qui restent sans réponse. Plusieurs éléments la nourrissent. D'abord, il y a un mobile potentiel assez évident, la dispute très violente avec son amant, Georges Cornu, et surtout, ces menaces de mort devant témoins avec un couteau. Oui, ça marque. Le profil de cet homme, il intrigue aussi les enquêteurs. Il était apparemment soupçonné de tremper un peu dans le trafic de stupéfiants. Son alibi a été vérifié, et lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Son alibi pour le reste de la nuit a été examiné, mais apparemment, des doutes subsistaient pour certains. Quant à ce qu'il est devenu, il y a eu une confusion dans certaines vieilles sources qui parlaient d'un suicide en prison peu de temps après. Ah oui. Mais des articles plus récents, notamment du Monde, ont clarifié les choses. En fait, il est décédé chez lui bien plus tard, environ 15 ans après la disparition de Laniel. Donc il est resté un suspect potentiel pendant assez longtemps. Et cette histoire de trafic de stupéfiants, c'est une piste qui a été explorée sérieusement? Oui, d'autant plus qu'on a retrouvé chez Daniel du palfium. C'est un analgésique puissant, mais qui est parfois détourné comme substitut à l'héroïne. La brigade des Stups a même été impliquée dans l'enquête à un moment. D'accord. Alors, est-ce que Daniel était mêlé, peut-être malgré elle, à un traficomélie? Ou est-ce qu'elle savait des choses compromettantes? Ça reste une hypothèse, une question en suspens. D'autres mobiles, plus flous, ont aussi été évoqués. Une jalousie amoureuse plus large, peut-être des inimitiés liées à son statut de femme indépendante, jugée trop libre ou trop influente sur l'île. Sa famille a même parlé de menaces qu'elle aurait reçues avant de disparaître, mais sans pouvoir être plus précise. Si on reste sur la piste criminelle, la question qui tue, c'est comment? Comment on fait disparaître un corps et une voiture sur une île? C'est pas simple comme logistique. C'est le nœud du problème pour la thèse criminelle, c'est clair. Plusieurs scénarios ont été imaginés. Celui qui revient le plus souvent, c'est l'idée d'un transport de la voiture hors de l'île. Ah ouais? Peut-être caché dans une camionnette, un fourgon qui aurait été embarqué sur un ferry. Il y a eu des témoignages, mais jamais vraiment confirmés, d'un véhicule utilitaire un peu suspect vu sur le port. D'accord. Une autre possibilité, ce serait un démantèlement hyper minutieux de la voiture sur place, pièce par pièce, pour ensuite disperser les morceaux, les rendre méconnaissables. Mais ça demande une sacrée organisation, un sang-froid incroyable. C'est sûr. Et puis il y a tout ce contexte un peu pesant, ces rumeurs qui ont circulé sur l'île. Oui, plusieurs sources parlent d'une atmosphère particulière à Belle-Île à cette époque. Il y a eu des rumeurs tenaces qui parlaient de pression. Des pressions qui auraient été exercées pour étouffer l'affaire. Peut-être parce que certains protagonistes ou témoins appartenaient au milieu médical ou aux notables de l'île. Ah ouais. On parle aussi d'autres faits divers assez sombres qui se sont produits à peu près à la même période. Un meurtre d'une vieille dame qui aurait été maquillée en accident, un autre homicide sur fond de jalousie. Tout ça, ça a créé un climat de suspicion et ça a alimenté l'idée que certains secrets étaient peut-être bien gardés sur l'île, quoi. Les années passent et l'affaire reste un mystère total. J'imagine qu'il y a eu des faux espoirs pour la famille Boyle. Oui, plusieurs fois malheureusement. En 1980, on retrouve une roue d'Austin Mini sur une plage. Grosse émotion, mais les expertises montrent que ce n'est pas celle de la voiture de Daniel. Mince. En 2010, un squelette est découvert sur une autre plage, nouvel espoir. Mais il s'avère être beaucoup plus ancien, datant probablement du 19e siècle. Hein. Daniel Judique, surtout sa sœur et son beau-frère, ils n'ont jamais lâché. Jamais. Ils ont créé un site internet pour essayer de collecter des infos, ils ont lancé des appels à témoins régulièrement, ils ont pris un avocat pour essayer d'avoir accès au dossier d'instruction après le non-lieu. C'est un combat pour la vérité qui force vraiment le respect. Et plus récemment, est-ce qu'il y a eu du nouveau, des avancées? Pas de résolution, hélas, mais de nouvelles initiatives, oui.
En 2024, l'association ARPD, c'est l'Assistance et Recherche de Personnes Disparues, a été contactée par la famille pour apporter son aide, son expertise sur ce type de dossier ancien. D'accord. Et puis, il faut voir cette affaire dans le contexte plus large de la création en France en 2022 du Pôle national des crimes sériels ou non élucidés, le PCNSE à Nanterre. Ah oui, le pôle, le cold case. Exactement. Ce pôle, sa mission, c'est justement de réexaminer les cold cases comme celui de Daniel Judith, avec les nouvelles techniques d'investigation, l'ADN, tout ça, et surtout un regard neuf. Donc, l'espoir d'une réouverture de l'enquête, il existe, il est là. C'est à la fois fascinant et tragique de voir comment cette affaire continue de hanter l'île, la mémoire collective. Ce cadre insulaire, justement, est-ce que tu penses qu'il joue un rôle particulier dans la persistance de ce mystère? Je pense que oui. Une île, c'est un territoire fermé, c'est un microcosme. La communauté est plus soudée, les liens sont forts, c'est vrai. Mais les secrets peuvent aussi y être plus lourds, plus difficiles à faire sortir. Hmm, L'isolement géographique, ça rend a priori une disparition sans laisser de traces encore plus incompréhensible. Comment on peut s'évaporer comme ça d'un territoire limité, entouré par la mer? c'est vrai. L'enfermement total et la disparition absolue. Belle-Île garde ses secrets, donc. On a exploré aujourd'hui deux facettes assez sombres de son histoire, celle ancienne et souvent méconnue du bagne pour enfants, et puis celle, plus récente mais toujours à vive, de l'énigme Daniel Judic. Deux histoires qui nous rappellent que derrière la beauté des paysages, peuvent se cacher des drames et des questions qui restent sans réponse. C'est toute la difficulté des cold cases, hein. Le temps qui passe, c'est à la fois un ennemi parce qu'il efface les preuves, il fait disparaître les témoins, mais il peut aussi être un allié si de nouvelles techniques ou de nouveaux témoignages arrivent. Ouais, Et pour les familles, ce combat contre l'oubli, il est vital. Ne pas savoir, ne pas pouvoir faire son deuil, c'est une souffrance énorme, qui se transmet de génération en génération parfois. La mémoire, qu'elle soit familiale ou collective, elle a besoin de réponses, même des décennies après. alors la question qui reste, peut-être... avec la création de structures comme le pôle de Nanterre, est-ce qu'on peut raisonnablement espérer percer un jour des mystères aussi anciens, aussi complexes que celui de la disparition de Daniel Judic? Ou est-ce que certaines énigmes sont juste destinées à rester enfouies dans le sable et les secrets